Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, se loger devient, pour un nombre croissant de nos concitoyens, un véritable parcours d'obstacles. Cette réalité, nous la connaissons tous dans nos territoires, hausse des loyers, raréfication de l'offre, éloignement contraint du lieu de travail et, au bout de la chaîne, des difficultés de recrutement pour nos entreprises. Cette réalité touche aussi des publics que l'on pensait jusqu'ici relativement protégés, notamment celles et ceux qui font vivre au quotidien nos services publics. Comme l'a très justement souligné notre collègue Amel Gacquerre, il ne s'agit pas simplement d'un enjeu social ou économique, c'est un enjeu de continuité de services publics. Car derrière la difficulté à se loger, il y a des infirmiers qui renoncent à exercer à l'hôpital, des enseignants qui déclinent un poste, des agents publics qui quittent des territoires pourtant en tension. Autrement dit, lorsque le logement fait défaut, c'est la capacité même de l'État et des collectivités à remplir leur mission qui est fragilisée. Ce constat appelle une réponse et la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va, à bien des égards, dans le bon sens. Je veux d'abord saluer le travail de la rapporteure qui a su enrichir ce texte, le rendre plus opérationnel et surtout veiller à ce qu'il reste centré sur un objectif essentiel, produire davantage de logements accessibles pour les agents publics. Plusieurs dispositions méritent à ce titre d'être soutenues. Je pense notamment à l'extension de la clause de fonction dans le parc social. En permettant à l'ensemble des employeurs publics de mieux mobiliser cet outil, nous donnons des marges de manœuvre concrètes pour fidéliser des agents qui, aujourd'hui, peinent à se loger à proximité de leur lieu de travail. Je pense également aux mesures visant à renforcer les droits de réservation ou à faciliter la mobilisation du foncier public. Dans ce contexte où chaque opération immobilière est devenue complexe à monter, ces leviers sont essentiels pour relancer la production. Enfin, les dispositions permettant aux hôpitaux de mieux gérer et valoriser leur parc immobilier vont dans le sens d'une plus grande efficacité en recentrant ces établissements dans leur cœur de métier. Pour autant, au-delà de ces avancées, ce texte doit aussi nous inviter à une réflexion plus large. D'abord parce que la question du logement des agents publics ne doit pas être isolée du reste du marché du logement. Il ne faudrait pas que, sous couvert de répondre à une difficulté bien réelle, nous créions des nouvelles formes de segmentation ou de concurrence entre les publics. Le logement est un tout et c'est bien l'ensemble du système qui est aujourd'hui sous tension. Ensuite, parce que nous devons veiller à ne pas opposer de manière artificielle le secteur public et le secteur privé, les difficultés rencontrées par les agents publics font écho à celles de nombreux salariés du secteur privé, confrontés aux mêmes réalités dans des zones tendues. Ces travailleurs contribuent tout autant au dynamisme économique et à la vitalité des bassins d'emploi de nos territoires. C'est pourquoi les réponses que nous apportons doivent être pensées de manière globale, en veillant à maintenir un équilibre entre les différents acteurs. À cet égard, je souhaite revenir sur un point essentiel, le rôle d'Action Logement. Le modèle paritaire d'Action Logement a, chacun le reconnaîtra, démontré sa capacité à structurer une réponse collective au logement des salariés. Il repose sur une logique forte de mutualisation qui a permis d'apporter pendant de nombreuses années des solutions concrètes au plus près des besoins des territoires. Pour autant, les attentes ont profondément évolué. L'attention sur le logement, la diversité des situations locales et l'urgence des besoins appellent aujourd'hui à des réponses toujours plus réactives, plus ciblées et plus opérationnelles. C'est dans ce contexte que la question de l'agilité des dispositifs existants mérite d'être posée. Non pas pour remettre en cause le rôle structurant d'Action Logement, qui demeure un acteur clé de l'écosystème, mais pour s'assurer que ces modalités d'intervention restent pleinement en phase avec les réalités du terrain. La réflexion engagée autour de la création d'un équivalent pour le secteur public s'inscrit à ce titre dans une dynamique intéressante.
Elle met en lumière un besoin de coordination renforcée et de mutualisation plus efficace entre les nombreux employeurs publics, mais elle invite aussi, plus largement, à interroger l'organisation globale de nos outils afin de garantir leur lisibilité, leur complémentarité et, surtout, leur capacité à produire des effets concrets dans des délais compatibles avec les attentes des agents. Au fond, la question n'est pas tant de multiplier les structures que de s'assurer que celles qui existent disposent de moyens d'agir avec souplesse et efficacité. C'est bien la rapidité de mise en œuvre, la simplicité des dispositifs et la capacité d'adaptation aux spécificités locales qui font la différence sur le terrain. Dans nos territoires, les solutions existent souvent. Elles sont portées par des élus, des bailleurs, des entreprises, des porteurs de projets. Elles sont pragmatiques, adaptées aux réalités locales, parfois innovantes. Je pense par exemple à ces initiatives visant à segmenter le parcours résidentiel, à développer des formes d'habitat intermédiaires ou encore à mobiliser du foncier public de manière plus souple. Mais ces initiatives se heurtent trop souvent à des contraintes réglementaires et administratives ou à un manque de coordination entre les acteurs. C'est pourquoi nous devons aller plus loin dans la différenciation territoriale. Les besoins ne sont pas les mêmes entre une grande métropole, un territoire littoral attractif ou une zone rurale. Les réponses ne peuvent donc pas être uniformes. Donner davantage de souplesse aux élus locaux, mieux associer les acteurs de terrain, faciliter les expérimentations, voilà des pistes qui doivent être pleinement assumées. Je le vois dans mon territoire, des projets de reconversion de presbytères vides sont en cours, mais il nous faut réussir à sortir des schémas traditionnels pour apporter des réponses concrètes. Enfin, et c'est un point qui me paraît fondamental, nous devons veiller à ce que le logement social retrouve pleinement sa vocation première, celle de loger celles et ceux qui travaillent, qui font tourner notre économie et nos services publics et qui, aujourd'hui, peinent à se loger dignement. Cette vocation ne doit pas être détournée, elle doit être réaffirmée avec force, mais elle ne pourra l'être que si nous parvenons, dans le même temps, à relancer l'ensemble de la production de logements, car sans offre nouvelle, toutes les politiques d'attribution, aussi pertinentes soient-elles, atteindront rapidement leurs limites. Mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui apporte des réponses utiles. Il corrige certaines rigidités, renforce des outils existants et ouvre des perspectives intéressantes. Mais il ne constitue qu'une étape. À 13 mois de l'échéance présidentielle, nul ne croit à un grand soir du logement. En revanche, nous avons le devoir d'obtenir dès maintenant des avancées concrètes, ciblées et immédiatement applicables. La crise du logement que nous traversons est profonde et elle appelle à une mobilisation associant l'ensemble des acteurs, publics comme privés. C'est à cette conviction que nous pourrons garantir durablement l'accès au logement pour tous. Merci.